Fin juillet 90, les États-Unis ont la quasi-certitude que Saddam Hussein s'apprête à envahir le Koweït. J'étais avec Shevardnadze à Irkoutsk pour discuter du contrôle des armements. Un de mes assistants m'a remis une note disant que les Irakiens s'apprêtaient à envahir le Koweït et qu'ils rassemblaient massivement leurs troupes à la frontière. J'en ai parlé à Shevardnadze qui m'a dit « Non, jamais une telle chose ne se produira. Ils ne seront jamais assez fous pour faire ça. » Je lui ai suggéré de s'informer auprès du KGB, ce qu'il m'a promis de faire. L'après-midi, en revenant du déjeuner, il m'a dit « J'ai vérifié auprès du KGB. Il ne se passe rien de tel. Les Irakiens ne sont pas assez fous pour envahir le Koweït. » Nos propres services secrets me disaient qu'on assistait à une forte concentration de forces armées, mais qu'ils ne prévoyaient pas une invasion du Koweït. Nous avons fait passer une note annonçant que Saddam Hussein allait envahir le Koweït d'ici 12 à 24 heures, en nous basant sur l'analyse des messages qui nous informaient de la logistique mise en œuvre et des mouvements de troupes. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a donc pas eu de surprise. En tout cas, il n'y aurait pas dû y en avoir. Dans les sous-sols de la Maison-Blanche, les stratèges mettent au point l'opération Tempête du désert. Lorsque nous avons des réunions très importantes, nous descendons généralement dans la Situation Room. En cas de crise aiguë, ce n'est pas le président qui va au Pentagone, mais le Pentagone qui se rend chez le président. Il y a une salle spéciale équipée de toutes sortes d'appareils électroniques où se tiennent les réunions de crise majeure. Si James Baker est toujours favorable à une politique de prudence, Bush préfère une solution militaire à une solution politique. Mais il a besoin de l'accord du Congrès pour entrer en guerre. Il décide de s'en passer. Conformément à la loi, il ne peut obtenir qu'une autorisation valable 60 jours. Délai trop court pour une opération militaire de cette envergure. Dans les semaines qui vont suivre, Bush va organiser une coalition d'États sous l'égide de l'ONU, avant de passer à l'offensive en janvier 91. Nous étions 6 membres en relation constante avec la cellule de crise à nous réunir chaque jour, parfois plusieurs fois par jour. J'étais là pour le Conseil national de sécurité. Il y avait les représentants du département d'État du Pentagone, de la CIA, les chefs d'état-major, et nous proposions des idées. Mais je ne pouvais prendre aucune décision. Je n'étais là qu'en tant que conseiller. Notre pouvoir s'arrête là, et encore une fois, c'est la raison pour laquelle ceux qui travaillent pour le président n'ont pas de réel pouvoir, mais seulement de l'influence. Pour quelqu'un comme moi, mon pouvoir se limitait à faire des recommandations. Dire après que Saddam Hussein ait envahi le Koweït, ce que devaient faire les États-Unis. Le président n'a pas hésité longtemps. Très vite, il a décidé qu'on ne pouvait pas permettre à Saddam Hussein de garder le Koweït, qu'il fallait qu'il se retire sans condition et qu'il prendrait pour cela les mesures nécessaires. Je pense que Scowcroft ainsi que le président ont compris dès le début que si nous ne parvenions pas à trouver une solution diplomatique, nous devrions faire la guerre. Personne n'était contre. La décision a été unanime. Après l'attaque, il y a eu certaines divergences en matière d'approche politique. Le Pentagone était beaucoup plus réticent. Je devrais d'ailleurs dire que c'était le cas des militaires, et pas seulement le Pentagone, car ils se souvenaient du Vietnam et étaient morts de peur de se retrouver dans une situation similaire. Jim Baker était plus optimiste quant à la possibilité d'arriver à une solution diplomatique plutôt que militaire. Franchement, je dois dire que Baker semblait moins favorable que d'autres à une solution militaire, en tout cas moins que moi. Comme nous ne voulions pas répéter les erreurs commises pendant la guerre du Vietnam, le président Bush a fait une chose qui s'est révélée cruciale. Il a laissé les militaires gérer le conflit. Nous n'avons pas dirigé la guerre depuis la Maison-Blanche. Nous avons examiné les listes des cibles à bombarder d'un point de vue politique, pour nous assurer qu'elles ne comportaient pas de points politiquement sensibles.
Mais une fois les plans des généraux approuvés, le problème devenait celui des militaires, qui continuaient à informer Bush, mais sans que celui-ci cherche à leur dire comment mener la guerre. Il est resté en retrait et a laissé les généraux faire ce qu'ils sont censés faire. Nous sommes allés devant le Congrès pour obtenir l'autorisation d'envoyer 5000 hommes dans le Golfe, mais nous l'aurions quand même fait sans leur approbation. Nous estimions que l'envoi de soldats relevait du pouvoir constitutionnel du président. Avant de décider du déclenchement de la guerre du Golfe, Bush invite à dîner à la Maison-Blanche l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger. Il veut son avis avant de prendre une décision définitive, court-circuitant en quelque sorte son propre secrétaire d'État James Baker, qui est contre une intervention. Kissinger donne son feu vert à George Bush. Je ne pense pas que ce soit inhabituel. Je trouve qu'il est toujours utile d'avoir plusieurs avis différents. Mais je vous mets au défi de trouver consigné dans les archives du président Bush qu'il invitait Henry à dîner chaque fois qu'il devait prendre une décision. C'est tout simplement faux. Je vais vous dire une chose, Kissinger n'a jamais été convié à la Maison-Blanche sans que j'en ai été tenu informé. C'est lui qui a décidé de le faire. Se fier au conseil et à l'expérience de Henry était plutôt une bonne idée. Henry avait connu le problème du Vietnam et Bush voulait son avis. Ce n'est pas moi qui le lui ai suggéré. J'ignore si c'est Scowcroft ou si le président y a pensé tout seul. En tout cas, c'était une démarche judicieuse et c'est ce qu'il fallait faire. Le président Bush n'aurait jamais jeté aux oubliettes son secrétaire d'État comme ça. En plus, j'étais son ami depuis 35 ans et il ne m'aurait jamais fait ça. Le risque d'embrasement de toute la région est à son maximum. Dans le bureau ovale, pour la première fois, les militaires envisagent l'option nucléaire. Je ne peux imaginer aucune circonstance dans laquelle le président aurait été prêt à utiliser l'arme nucléaire, excepté une invasion de l'Europe de l'Ouest par les soviétiques. Autant que je sache, personne n'a parlé d'utiliser l'arme atomique. Mais je ne peux pas vous certifier qu'un général, quelque part, n'ait pas été prêt à le faire. En revanche, nous n'avons jamais eu peur que les Israéliens recourent aux armes nucléaires. À moins d'être en très grand danger, utiliser ce genre d'armes dans un espace aussi restreint revient à s'exposer soi-même aux radiations. Dans cette région, le recours aux armes nucléaires ne peut se faire qu'en l'absence de toute autre solution. Laissez-moi vous répondre d'une façon différente. L'option nucléaire, les armes nucléaires ont-elles été envisagées? Oui, nous l'avons fait. Nous en avons débattu longuement, notamment à propos de l'éventualité d'une utilisation d'armes chimiques par les Irakiens. Publiquement, nous n'avons jamais parlé de la possibilité d'un recours aux armes nucléaires. En privé, nous l'avons fait. La guerre du Golfe, quelques mois avant les élections, va permettre à Bush de redorer son blason et rendre aux Américains un prestige perdu au Vietnam. Reste Saddam Hussein. Comment s'en débarrasser? Le président Bush, dès le début, ne voulait en aucun cas que nous nous retrouvions dans l'obligation d'occuper l'Irak. Les Arabes étaient morts de peur, terriblement nerveux serait le mot juste, de nous voir débarquer en Irak et d'y rester, d'avoir au Moyen-Orient une puissance impériale. Bush a compris qu'une fois sur place, il faudrait très vite repartir. Occuper l'Irak aurait engendré un nouveau type de conflit. Conflit que nous n'avions pas étudié, auquel nous n'étions pas préparés et dont l'issue nous était totalement inconnue. Non, nous avions rempli nos objectifs militaires ainsi que nos objectifs politiques. Et c'eût été stupide de la part des États-Unis d'occuper ce grand pays arabe dans le seul but de vouloir changer le gouvernement. Il est important de souligner qu'on ne nous a jamais demandé de le faire et que nous n'avons jamais cherché à faire autre chose que de donner des informations aux militaires.
Le seul moyen de capturer Saddam Hussein aurait été d'aller à Bagdad. Et nos militaires ne voulaient pas le faire. Nous n'avons jamais dit que nous allions capturer Saddam Hussein. Nous ne savions pas où il était, ni combien de temps il nous faudrait pour le retrouver, ni combien de pertes supplémentaires nous aurions à subir de notre côté. Et surtout, Il existe un décret exécutif mis en place par